Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Forme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, on va parler d'argent, de développement économique, de PIB. On va parler de concours, de danse, de classique, de contemporain, de hip-hop, peut-être. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femme, 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 femme. Voilà, non, on n'a pas foi, mais il faut qu'on se mette dans l'ambiance, on a besoin du générique. Comment allez-vous? Ça va? Oui, je suis avec mes deux invités, Florence Mar-Picard et Valérie Vroust. Comment allez-vous, mesdames? Très bien, merci. Ça va? Très bien, Barbara, merci. Florence, ça va? Très bien. Bon, en tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai un petit peu présenté les sujets qu'on va aborder, mais je vais vous laisser vous présenter. On commence par Valérie. Alors, moi, c'est Valérie Vroust. Je suis la présidente de la Confédération nationale de danse de la région Martinique, parce qu'il y en a une dans chaque région. Et j'enseigne aussi des cours de danse classique. Voilà. Et OK, on va revenir à toi. Ça se passe toujours comme ça. Il y a un premier tour de piste et puis on y revient. Florence, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, je suis Florence Mar-Picard et je suis la directrice de l'IEDOM Martinique. Donc l'IEDOM, c'est l'IEDOM, c'est l'Institut des missions des départements d'outre-mer. C'est quoi? C'est l'émanation de la Banque de France? Exactement, c'est une filiale de la Banque de France et la structure agit au nom et pour le compte de la Banque de France dans les départements d'outre-mer. C'est pour ça que je disais qu'on avait parlé d'argent, là. Un petit peu, peut-être. Voilà, il y a des coffres d'argent à l'IEDOM? En tous les cas, on assure la stabilité monétaire. Donc, oui, on va dire qu'effectivement, c'est nous qui émettons et qui entretenons tout ce qui est fiduciaire sur le département. D'accord. Donc, c'est vraiment l'émanation. Moi, quand je dis ça, j'ai en tête les anciens billets de banque, tu sais, avec le... Ils sont très beaux. Ouais, Ils sont beaux, ils sont magnifiques. Mais bon, ça, c'est, comme je dis chaque fois, ça se passe toujours comme ça, la casquette institution. Florence, tu n'es pas née à l'IEDOM. Donc, tu viens d'où? Tu as grandi où? Je ne suis pas tombée dedans comme Obélix, ni comme Picsou, ce qui serait un peu plus approprié. Non, alors donc, moi, je suis née à Saint-Étienne, dans l'Hexagone. Ah, c'était les Verts à l'époque, exactement. C'était le foot. Exactement, c'était le foot. Oui. Et puis, j'ai beaucoup voyagé dans l'Hexagone, puisque, en fin de compte, dans ma famille, mon père était militaire. Voilà, et une maman dans le corps médical. Donc, je me suis pas mal promenée dans l'Hexagone. En France. Voilà. Ce qui m'a peut-être donné un gène de voyageuse. Bon, enfin bon, c'est un gène plus ancien, puisque j'ai une grand-mère qui était directrice d'école libre et qui a aussi beaucoup bougé dans sa vie. Et ça m'a donné effectivement le goût des voyages. Donc, dès les études finies, je suis partie en Outre-mer. Et je n'ai cessé d'y voyager, d'y travailler, d'y habiter. J'ai passé quand même 6 ans professionnellement à Paris, mais pour le reste, ma vie est en Outre-mer. Et alors, donc, tu as fait des études de quoi? Parce que tu es directrice générale, tu as fait banque, tu as fait économie, tu as fait quoi? Alors, moi, j'ai fait des études au départ de droit. Ah ouais. Voilà. Plutôt du droit public. J'aspirais plutôt à faire une carrière plutôt dans le droit public. Et puis finalement, les goûts changent quand on évolue. Et donc, je me suis retrouvée à faire en fin de compte, un master en droit bancaire et financier. Voilà, donc c'est là où je suis tombée dans la banque. Et j'aime bien ses yeux, elle ouvre les yeux, genre, mais comment ça m'est arrivé, ça? C'est un peu ça. Et comment ça t'est arrivé, alors? Voilà. Et puis, après, une fois que j'ai travaillé, j'ai continué avec des études d'expert comptable. D'accord. Voilà. Ça l'intéresse, Valérie? Ah, peut-être, j'y pense. Après la danse, après le CND. Avant la danse. Tu as fait ça? Aussi. Ah, tu es expert comptable? En fait, je ne suis pas allée jusqu'au bout, parce que l'idée n'était pas... Mais c'était une condition sine qua non. Pour commencer les études de danse, c'était la condition sine qua non de mes parents. Donc, j'ai fait comptabilité aussi, exact. Ah, je savais que vous mettre ensemble, il y aurait eu des points communs. Et puis tout à l'heure, elle va nous dire quelle danse, tu vas voir, elle va se mettre sur la pointe des pieds sur la table. Donc, raconte-nous alors, Valérie. Donc, moi, je suis née en Hexagone aussi. Voilà, à Saint-Étienne aussi, tiens, à la rue. Non, c'était à Paris. À Paris. Et par contre, je suis rentrée très tôt, donc je pense que j'avais moins d'1 an. On est rentré en Martinique.
parce que maintenant c'est aller virer maintenant, mais mes parents étaient déjà dans cette tendance-là. Ils étaient déjà virés. Enfin, ils avaient surtout très envie de rentrer, Oui. voilà. Donc, du coup, moi, je suis rentrée très tôt. Et du coup, mais par contre, je me suis mis à la danse très tard. Voilà, c'était pas forcément, il n'y a pas de À 11 danseur. ans, À 11 ans, voilà, ouais. c'est ça. Il n'y a pas d'artiste dans ma famille. Qu'est-ce que voilà. faisaient tes parents? Alors, mon papa est électricien, Oui. voilà, artisan électricien, et ma mère était secrétaire. D'accord. Donc, du coup, pas vraiment d'artiste dans la famille, mais bon, ça a toujours été, comme on dit, elle dansait partout, dans le salon, sous la douche et tout. Mais j'ai commencé quand même la danse très tard, en fait, très tard. Ici, en fait. Ici, voilà, exactement. Et puis, en fait, j'ai quasiment jamais arrêté, sans forcément que ça soit, quand on dit que les choses changent, sans que ça soit forcément un objectif déterminé, que ça va être un métier. C'était pas ta passion? C'était plus une passion, tout court, voilà, une activité. Mais pas ta vocation, pas peut-être. forcément, alors vocation, je sais pas, mais en tout cas, juste pas se projeter forcément là-dedans. Et puis quand j'ai commencé à en parler en tant que métier, bon, on est quand même dans les années 90, donc c'est pas, et jusqu'à maintenant d'ailleurs, La pas vie forcément. artiste, ça n'a pas qu'à marcher. Voilà, c'est ça. Et c'était la condition sine qua non de mes parents, de dire, mais avant de complètement basculer dans le côté professionnalisant de la danse, il faut absolument que tu aies quelque chose. Au cas où si tu te casses une jambe, un truc qui a fait quelque chose de stable. Quelque chose de stable, voilà. Donc, effectivement, j'ai fait des études de comptabilité, voilà. Et puis, juste avant, donc BTS et tout, et puis juste avant vraiment de rentrer dans le côté très, très, très comptable, j'ai dit, bon, ça, voilà, j'ai fait ça. Maintenant, on passe à autre chose. Donc, j'ai passé les premières UV pour le diplôme d'État de professeur de danse, et depuis, non-stop. C'est marrant parce qu'on a l'impression que... Enfin, vous avez pas l'air d'être rigide, hein, mais on a l'impression quand même que compta, c'est super précis, machin et tout. Et alors que danseuse, c'est artistique, c'est plus voilà, éthéré. C'est sûr. Ben, ça doit être mon cerveau droit et mon cerveau voilà, gauche. Tu as fait le grand écart. Voilà, exact. Et alors, et toi, la banque, enfin, oui, les études, c'était des études de banque notamment. Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu as trouvé de sexy dans ça? Alors, ce que j'ai trouvé de sexy dans ça, c'est effectivement quand j'ai fait mes études en banque, en fin de compte, mon idée, c'était plutôt effectivement d'être gestionnaire patrimoine. Ah oui, d'accord. Okay. Voilà. Donc, tu vas travailler avec les gros comptes, voilà. Monsieur, mettez votre argent là. Au Luxembourg, c'est bien. Exactement, exactement. C'était plutôt ça, effectivement, c'était plutôt cette fonction qui m'attirait. Et puis, on va dire, au gré du temps et puis des aléas, on va dire, un petit peu de la vie, je me suis retrouvée dans des métiers qui n'avaient pas de rapport forcément avec la banque. C'est vrai, parce que je n'ai pas fait que de la banque. Oui. Donc, j'étais vérificateur fiscal. On travaille où, là, aux impôts? Aux impôts, oui. Ça veut dire quoi? Tu reçois les lettres de dénonciation et puis tu vas faire tes enquêtes. Ouais, la dame, elle roule en BM 4x4, X7, machin, X18. Et en même temps, je sais qu'elle est à Pôle emploi. Donc, il y a un problème. C'est ce que tu fais? En fin de compte, oui. Alors, moi, je ne m'occupais pas des particuliers, en fin de compte, puisqu'on est quand même un peu spécialisé quand on fait ce métier. D'accord. Moi, je m'occupais uniquement des entreprises. OK. Voilà. Donc, tu vérifiais, quoi. Voilà, effectivement. C'est pour ça que tu disais tout à l'heure Picsou, tu disais. C'est ça, c'était en Nouvelle-Calédonie. Donc, okay. Voilà. Et puis, j'ai fait aussi du commissariat aux comptes et de l'audit aussi. C'est à ce moment-là que, effectivement, j'ai entrepris, effectivement, et avant mes études d'expertise. Ouais. Et puis, après, je suis retombée finalement dans mes premières amours, puisque en Nouvelle-Calédonie, j'ai participé à l'ouverture d'une banque. Ah, okay. À la création d'une banque, oui. C'était quand, ça? Ça, c'était dans les années 90. Après les événements. Après les événements. C'était quoi cette banque, d'ailleurs? C'est la Banque calédonienne d'investissement. OK. C'est une banque d'investissement. En fin de compte, qui était à l'époque un établissement, on va dire, de crédit, qui faisait plutôt du crédit à l'habitat et qui stabilisait. Au départ, ça a été fait pour stabiliser les prix, en fin de compte, de l'immobilier en Nouvelle-Calédonie. Et en réalité, à un moment donné, cette banque était la propriété à moitié du territoire de la Nouvelle-Calédonie et de l'Agence française de développement. Et il a été nécessaire pour développer effectivement la Nouvelle-Calédonie. C'était un instrument de développement de la Nouvelle-Calédonie et puis de bancariser la population. Oui. Parce qu'il y avait une partie de la population calédonienne qui était quand même un petit peu exclue du monde économique et des circuits économiques, on va dire, traditionnels.
Donc il a fallu bancariser effectivement cette partie de la population et donc il a été demandé donc à cette structure de devenir une banque de plein exercice, d'ouvrir des guichets et de faire du crédit comme une banque, on va dire, traditionnelle, commerciale, normale. Et cette banque-là, elle existe toujours, je pense. Alors cette banque existe toujours et elle a été, en fin de compte, aujourd'hui, effectivement, elle a été rachetée par la Bred. Ah, d'accord, pub. Voilà. Ouais, exact. Mais c'est passionnant, ça, de créer quelque chose d'aussi structurant, non? Oui, c'est passionnant, effectivement. Ouais. Parce que partir de rien et puis effectivement arriver à un moment donné, 10 ans après, à se dire finalement, c'est une vraie banque, Oui. avec un vrai service à la fois aux particuliers, crédit à l'habitat, compte, guichet, mais aussi aux entreprises, puisque effectivement, il y avait tout ce qui était services étrangers, prêts, en fin de compte, fonctionnement des comptes, etc., carte bancaire. Bon, effectivement, c'était un beau challenge. Oui. Et toi aujourd'hui, donc, tu es prof de danse. Tu as monté ta compagnie, donc tu travailles avec quelqu'un? Alors, je travaille pour une association, effectivement, qui donne des cours à Fort-de-France depuis 2001. Voilà. Donc, mais tu n'as jamais voulu créer ta propre compagnie? Alors, non, c'est une école de danse, c'est pas une compagnie. Compagnie, c'est chorégraphe. Et là, c'est un autre métier. Ah ouais. Dans le sens où on s'adresse uniquement à des danseurs pros. D'accord. Pour parler de quelque chose. Voilà. Okay. Tandis qu'une école de danse, on est vraiment dans la formation, la pédagogie, l'apprentissage. Voilà, exact. Et alors, tu as appris où, toi, la danse classique? Alors, moi, j'ai appris la danse classique en Martinique. Voilà. Et où? Dans une école de danse privée, voilà, je précise. Et en fait, quand je suis arrivée en terminale, tout en faisant aussi la danse à l'école, parce qu'il y a l'UNSS Danse, il y a quand même pas mal de choses qui sont proposées au niveau scolaire. Dans le cadre scolaire. Voilà. Donc, j'alliais les deux. Et quand je suis arrivée en terminale, je suis passée en BTS comptabilité, compta-gestion. Il y a eu effectivement une espèce de passerelle, toujours par rapport à l'UNSS Danse, où la personne qui s'occupait de l'UNSS Danse dans l'école où j'étais, c'était une chorégraphe, donc Christiane Emmanuel, pour la présenter, qui effectivement recrutait des danseurs pour sa compagnie. Voilà, une compagnie qui existait déjà. Donc, elle avait besoin de nouveaux danseurs. Donc, en fait, ça a été la passerelle tout de suite pour devenir danseuse pro. Ouais. Je vous propose qu'on fasse un premier petit break là. On va parler de toute autre chose. Focus. Alors, 3 infos dans Focus. On commence avec la femme en rose, comme vous, mesdames, Barbie, avec un extrait d'abord. On commence par l'extrait, et puis je vais donner l'info. We failed them! No, you failed me! Out there, I was somebody. And when I walked down the street, people respected me just for who I am. One lady, she even asked me for the time. No way. Way. And if it weren't for these technicalities like MBAs, medical degrees, and I don't know, swim lessons, I could have ruled that world. But I don't need any of those things here. Here, I'm just a dude. And you know what? That's enough. Voilà, sur le plateau de Forme, dans notre émission, on veut élever le niveau en anglais. C'est pour ça qu'on ne met pas les sous-titres et on ne fait pas les traductions. Donc là, on voit un extrait donc de Barbie. Donc c'est un film qui est sorti en juillet. Vous ne l'avez pas vu? Non. Vous ne l'avez pas vu. En tout cas, c'est un gros carton qui a au box-office quelques semaines après la sortie en juillet, qui atteignait déjà les $1 milliard de recettes. Et alors là, grosse surprise, puisque là, on est dans la sélection des nominés aux Oscars. Les Oscars seront décernés le 10 mars. Et Margot Robbie, qu'on a vue là, n'est pas nominée. Et la réalisatrice de ce film, donc Greta Gerwig, elle non plus, n'est pas nominée.
Elle n'est pas nominée, donc la réalisatrice n'est pas en compétition aux côtés de Scorsese, Lanthimos et Christopher Nolan ou Jonathan Glazer dans la catégorie donc, des réalisateurs. Et alors, donc, c'est la grosse surprise. Alors, c'est pour ça que j'ai pris cet extrait. Donc, Ken, c'est un petit peu la revanche de Ken, parce que Ken, en revanche, Ryan Gosling, lui, il est sélectionné pour le second rôle. Donc, il est un petit peu gêné. Donc, et là, d'ailleurs, dans l'extrait qu'on voit, c'est rigolo, ça vient, en fait, c'est un extrait qui vient après que Barbie et Ken sont partis dans l'autre monde. Et dans l'autre monde, dans le monde de Barbie, c'est Barbie qui fait la loi. Dans l'autre monde, mais Ken, c'est lui qui était valorisé, considéré. Donc là, il dit oui, on m'a même demandé l'heure dans la rue, etc. Et donc voilà, donc, je voulais vous parler de ça. Cette revanche de Ken là qu'on voit, mais bon, le fait que ni Margot Robbie ni la réalisatrice ne soient sélectionnées. Bon, vous n'avez pas vu le film, mais moi j'ai trouvé que c'était. On en a parlé dans cette émission. Et en tout cas, c'était un gros succès populaire. Et dire d'ailleurs que dans la catégorie, effectivement, meilleur film, il y a une femme néanmoins. Il y a Justine Triet, la réalisatrice de Anatomie d'une chute, qui est un film français, qui est là aussi gros carton. Donc on va suivre, il me semble que c'est le 10 mars. Et c'est le 10 mars, Oscar. Alors, la deuxième info que je voulais... Vous voulez commenter cette info? Barbie, pas Barbie? N'ayant pas vu le film, ce sera un peu difficile, j'avoue. En tout cas, vous êtes très Barbie aujourd'hui. Voilà. Alors, la deuxième info que je voulais vous donner, qui est un petit peu dans la continuité finalement de cette revanche de Ken, ce sont les résultats, on va dire, du baromètre sexisme qui sont rendus assez régulièrement par le Haut Conseil à l'égalité des femmes, enfin de la femme et de l'homme, ou des femmes et des hommes. Et alors, ces résultats donc, ont été publiés le 22 janvier. On a envie de dire, mais rien ne change, quoi, en fait. On a l'impression que les choses évoluent au niveau des mentalités, donc vers plus d'égalité. En réalité, donc, ce baromètre mesure un petit peu la façon dont les choses sont ancrées. Je crois qu'il s'intitule aux racines. C'est vraiment les racines du sexisme. Et ce que met en avant cette étude qui a été réalisée donc, auprès d'un échantillon de 3500 personnes par le cabinet Via Voice, c'est que les racines du sexisme sont familiales, qu'elles sont entretenues par l'école, qui intervient vraiment comme un incubateur des préjugés, des idées toutes faites, des assignations finalement de genre, et puis que c'est aussi entretenu par la télévision, par les réseaux sociaux, aussi beaucoup, et notamment par la pornographie, notamment sur les réseaux sociaux. Et alors, peut-être une réaction peut-être à ces chiffres, que tu me disais que tu avais vu un petit peu des en fait, résultats. ils en ont parlé... j'ai entendu à la radio, je n'ai pas regardé à la télé, mais à la radio. Et en fait, la journaliste disait qu'on a un peu l'impression qu'en fait, il n'y a rien qui a changé, parce que même 50 ans après, alors qu'il y a quand même un gros travail qui se fait par rapport à l'union des femmes, par rapport à plein de choses qui se sont passées, on a encore des résultats comme ça qui sortent. Enfin, il y a des préjugés. Il y a beaucoup de préjugés, mais disons que les réactions, 3500 personnes, un échantillon de 3500 personnes qui sont sondées, quand on regarde les pourcentages qui sortent concernant le fait que les femmes doivent arrêter de travailler. Oui, par exemple, 67% des personnes sondées pensent que les femmes doivent s'arrêter plus longtemps de travailler que les hommes, forcément. Oui, et ça s'est vu d'ailleurs dans les dernières lois qui sont passées par rapport à ça. Non, ou peut-être qu'ils sont annoncés. Qui sont annoncés, mais il y en a certaines Lesquelles qui sont... Non, par rapport, par exemple, à la retraite. Il y a eu quand même, avant que ça soit retoqué, il y avait quand même dans le projet de loi quelque chose qui disait qu'on ne prenait pas en compte, par exemple, les années de grossesse. Ah, d'accord. Voilà, donc du coup, c'est un peu compliqué. Florence, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'effectivement, c'est quand même assez effrayant de voir que ça n'avance pas, voire même sur les jeunes générations, ça a tendance effectivement à reculer, et que rien n'est gagné, et qu'il faut toujours être vigilant. Par exemple, toi, tu es directrice d'un institut qui est, la banque, les finances, on peut avoir, j'ai un préjugé que je vais partager avec vous, c'est viril tout ça, c'est un milieu viril, on voit les films avec les courtiers qui sont là. Est-ce que finalement, le fait que c'est pas comment dire, une évolution positive, est-ce qu'il y a eu des femmes avant toi, par exemple directrice de l'IEDOM, est-ce que ça va pas dans le bon sens? Alors, non, sauf erreur de ma part, je suis la première. Ah, mais très bien, ok. Voilà. Oui, alors je confirme, c'est un milieu effectivement assez masculin. Oui. Voilà, c'est bien que ça évolue. Oui. Parce qu'effectivement, dans le milieu financier, on s'aperçoit effectivement qu'il y a énormément de femmes qui travaillent en réalité.
contrairement à ce qu'on pourrait penser. Pas forcément à des postes subalternes d'ailleurs, mais le plafond de verre est toujours très compliqué à percer. Et reste compliqué à percer. Oui, le plafond de verre. Oui. Et alors, donc, les stéréotypes, on la vie dure, on le dit. Donc, 66% des personnes interrogées pensent que pour être respectées en tant qu'homme dans la société, il faut prendre financièrement soin de sa famille. Donc, il y a un certain nombre de préjugés, les préjugés sexistes, mais c'est à la fois des préjugés qui sont partagés par les hommes et par les femmes. Donc, un homme, pour être respecté, doit prendre soin de sa famille. Les hommes doivent protéger les femmes. 68% des gens pensent ça. Donc, les femmes doivent s'arrêter plus longtemps de travail, et 67%. La contraception est une affaire de femmes. Alors, ce que met en avant ou en exergue cette étude, c'est la différence en fait, de perception selon qu'on est femme ou homme. Par exemple, la contraception est une affaire féminine, est une affaire de femmes pour 16% des femmes, mais pour 26% des hommes. Donc, il y a vraiment des domaines où les préjugés, enfin, le décalage est vraiment très important. Et puis, bien sûr, les tâches ménagères sont toujours féminines, etc., etc. Donc, ça avance, mais ça n'avance pas si vite que ça, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire, alors? On dit, la famille, l'école incube ces idées-là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, moi, j'avoue qu'au départ, j'étais assez opposée, effectivement, à ce qu'il y ait une parité ou un quota qui soit mis dans la loi. Je ne trouvais pas que c'était forcément la bonne méthode. Vu ce que mon expérience au quotidien et vu les résultats de cette enquête, je me dis que si, finalement, il faut ce genre de choses. Il faut des quotas. Alors, ultime petite info, vite fait, là, pour finir un focus. Donc, une autre étude, donc, cette fois, c'est Santé publique France qui publie ces éléments-là. La consommation, donc, c'est une étude qui est intitulée « La consommation d'alcool des adultes en France en 2021 ». Évolution récente et tendance de long terme. Donc, cette analyse porte sur des populations dans l'Hexagone et dans les Drom. Et donc, c'est sur une population âgée de 18 ans à 75 ans. Donc, c'est Hexagone et Drom. Donc, les résultats, c'est quoi? Les tendances de long terme révèlent une baisse des consommations quotidiennes et hebdomadaires au cours des dernières décennies. OK, ça, c'est cool. En revanche, le phénomène des alcoolisations ponctuelles importantes, ce qu'ils appellent les API, suit des tendances récentes contrastées, plutôt en diminution parmi les jeunes hommes. Il tend à augmenter parmi les femmes de plus de 35 ans, avec un petit focus pour les femmes de plus de 55 ans. Les alcoolisations massives ponctuelles, on se bourre la gueule, voilà, et puis on est sous. Eh bien, chez les femmes, ça augmente. Et ça augmente en France, ça augmente aussi. On entend beaucoup parler de ça, par exemple, s'agissant de l'Angleterre, par exemple. Mais voilà, ça, c'est un fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, voilà, un petit commentaire, Florence. Un petit commentaire, Florence. Peut-être que ça n'appelle pas de commentaire. Hein. Non, mais effectivement, je pense que effectivement, l'alcoolisation au quotidien, on est passé à autre chose. Et effectivement, c'était une certaine époque où on avait l'habitude, où les gens avaient l'habitude de consommer au quotidien, au moment du repas, effectivement, de l'alcool. Aujourd'hui, effectivement, on s'aperçoit que c'est plus le cas quand on regarde un peu autour de soi. Je trouve que ce phénomène quand même d'alcoolisation des femmes est quand même assez inquiétant. Alors surtout on va me dire pour les tranches d'âge. En fait. Oui, surtout. Ben là, ils disent plus de 35 ans. D'âge étonnante quand même. Exact. Ouais. Et Mais celle de 55 ans, je suis. Ça t'a choqué, Valérie. Oui, Valérie est sous le choc. Oui, mon Dieu. j'avoue, parce qu'en fait, le binge drinking, on entend souvent parler pour les jeunes femmes. Voilà, mais j'avoue que 55 ans, voilà, c'est un peu étonnant. Prévalence de femmes de 35 à 44 ans déclarent une consommation hebdomadaire d'alcool, les API dans l'année, OK. Mais voilà. Par ailleurs, entre 2017 et 2021, la part de femmes de 55 ans et plus déclarant des API, quelle que soit la fréquence, est en augmentation. Je n'ai pas donné le chiffre, mais c'est en augmentation. Alors, ça peut être 2, 3, mais je n'ai pas le chiffre. Alors après, peut-être qu'il faudrait voir aussi, c'est un sondage qui a été fait en 2021. Oui, 2021. Il faudrait peut-être voir aussi si ça n'a pas un rapport avec le Covid. Oui, peut-être. Parce que j'avoue que c'est... Ça t'étonne? Oui, ça m'étonne. Bon, on va suivre donc l'étude qui sera pour 2022 et 2023. Je te promets, Valérie. On va voir si ça change. On va voir si ça évolue positivement. Voilà, jingle, mot de femme. Voilà, j'aime bien pendant les jingles. Ouais, c'est intéressant le sujet, du jingle féminin. Alors, l'IEDOM, donc Banque de France, l'IEDOM c'est quoi? Donc je pense, quand on me dit l'IEDOM, tu me dis l'IEDOM, je pense surendettement. Oui. Je pense aux chiffres, j'aime bien moi les stats, les rapports trimestriels pour dire le PIB, d'ailleurs je crois qu'on a mis le PIB de la Martinique est de 9 milliards 5, c'est ça. La croissance est de, tu vas nous parler de ça, donc faisons un état des lieux. Donc,
à quoi ça sert, l'IEDOM? Et puis après, on fait un petit état des lieux de la Martinique, qu'on rappelle un petit peu où on en est au niveau économique, s'il te plaît. Alors, à quoi ça sert l'IEDOM? Bon, à plusieurs choses, effectivement. En fin de compte, on a des engagements en termes de stratégie monétaire. C'est le premier point dont on parlait tout à l'heure. On a parlé tout à l'heure, oui. Exactement, c'est la mise en circulation et l'entretien de la monnaie fiduciaire. Voilà. Ensuite, on a des engagements en matière de stabilité financière. Donc ça, on va produire en fin de compte des informations qui sont relatives à la communauté bancaire. C'est-à-dire l'activité des banques. Exactement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est le régulateur. Enfin, en tant que banque centrale, on est le régulateur, puisqu'on est une banque centrale, une émanation de la banque centrale, et donc on est les régulateurs des banques. Mais dis ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, quand tu me dis banque, régulateur d'activité, je pense dépôt, crédit. Combien d'argent les gens déposent en banque? Donc, c'est quoi l'épargne? Est-ce qu'on épargne? Crédit, combien d'argent les banques donnent à la fois aux particuliers, l'immobilier, crédit à la conso, mais aux entreprises, c'est ça? On suit tout ça. Vous suivez, on suit tout ça, puisque, en fin de compte, on a effectivement, on produit des statistiques monétaires, voilà, donc à partir des informations que nous donnent les banques. Et puis, on est aussi autorité de contrôle, puisque, effectivement, on représente à la fois la CPR et l'AMF dans les territoires. CPR, c'est quoi? Alors, la CPR, c'est une autorité qui s'occupe du contrôle prudentiel, on va dire. J'essaye de faire simple. Elle comprend, elle est comptable, mais moi, j'y comprends rien. Alors, voilà. Enfin, on vérifie que les banques respectent les normes. D'accord. Voilà, en termes de ratio. Oui, mais tu as déjà tapé sur les doigts de monsieur le banquier qui ne veut pas me donner d'argent pour acheter ma voiture, là, mon X18. Alors, ça peut arriver. Alors, taper, non. Mon X18. mais voilà. Mais effectivement, ça peut arriver. Alors ça, c'est un autre aspect de notre activité, c'est qu'on a des services à l'économie. D'accord. Alors qui concernent et les entreprises et les particuliers. Alors pour les entreprises, je vais faire simple, on fait de la cotation. Alors quand on entend cotation Banque de France, en fin de compte, les entreprises, on les cote. Oui, moi, la mienne a été... La mienne a été enquêtée une fois, oui. Bon, voilà. Voilà. Mais quoi, c'est comme les pays AA, 3A, 2A. Exactement, on donne une note, oui. on va dire, je ne rentrerai pas dans le détail parce que c'est un peu complexe, mais en fin de compte, qui donne une indication sur la solvabilité, en fin de compte, des entreprises. Tu ne savais pas ça, Valérie? Non, du tout. Enfin, en tout cas, pas pour la Martinique. Pas pour la Martinique. Voilà, tu avais entendu pour les pays. Oui, la France, au triple A, double A, etc. Voilà. Mais oui, donc ils donnent toutes une les note. entreprises ont une note quand elles atteignent un certain seuil, un certain niveau. En réalité, on les cote. Et alors, oui, excuse-moi, oui, vas-y. Et puis, donc, on fait d'autres choses. On a un correspondant TPE-PME Très petite qui, lui, entreprise, va s'adresser aux entreprises qui sont hors cote, qui sont sous la cote en réalité, mais qui va pouvoir orienter ces entreprises quand elles ont pas forcément des difficultés, elles peuvent appeler et il peut les orienter. En fin de compte, c'est un espèce de guichet pour les entreprises. Voilà. Ensuite, on est aussi, alors justement, médiateur du crédit pour les entreprises. Alors, médiateur du crédit, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des entreprises qui ont des difficultés de financement ou qui se voient effectivement refuser des financements ou des rééchelonnements, etc., peuvent s'adresser au médiateur du crédit qui va, on va dire, faire les bons offices auprès des créanciers, des banquiers, en fin de compte, que ce soit... on va dire, assurance crédit ou banque. Il y a beaucoup d'interventions de l'IEDOM dans ce sens-là? Excuse-moi. Beaucoup. Parce qu'on entend beaucoup, tu sais, on entend ces jours-ci notamment, les banques ne prêtent pas. Tu vois, on entend ça, alors beaucoup. Est-ce que c'est pas dans ce cas-là que vous intervenez? C'est globalement ou bien c'est non, de temps en temps? Non, c'est en fin de compte, c'est spécifiquement sur un dossier, sur des dossiers particuliers. D'accord. Quand on nous saisit, il y a une saisine de la médiation du crédit qui se fait. Et pour l'année dernière, on a géré 10 dossiers de médiation. D'accord. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas oui. C'est pas mais beaucoup, c'est une activité. Mais c'est une activité. Je peux poser une question à ce stade. C'est quoi l'état de l'état de notre... Alors il y a 9,5 milliards, c'est le PIB. L'état de l'épargne ici, est-ce qu'on épargne beaucoup? Est-ce qu'après le Covid notamment, on est comment tu appelles ça, dans la précaution, l'épargne de précaution? Oui, tout à fait. En fin de compte, pendant les années, on va dire les années du Covid, effectivement, il y a eu une épargne assez importante qui s'est constituée, puisque sur la place, il y a eu 9 milliards d'épargne constituée, ce qui est quand même considérable. Ici, oui. La plus grande majorité étant de l'épargne des ménages, pas celle des employeurs, entreprises. en fait, c'est ça?
Mais non, mais Oui, il c'est ne une va pas épargne. sortir. C'est ça, exactement. Alors, il y a à la fois une épargne de précaution, je pense, parce que c'est comme tout le logique. monde, voilà. C'est une épargne de précaution, et puis Il une y avait épargne qui rien. s'est constituée parce que les gens Il ne y avait pouvaient rien pas à dépenser. Ouais, mais aujourd'hui, non, mais on est en 2024 là aujourd'hui. Donc Alors, ouais. Aujourd'hui, de toute façon, effectivement, il y a eu une évolution, mais notamment chez les particuliers, Oui. cette épargne n'est pas retournée, on va dire, Dans le circuit. dans le Dans le circuit circuit et Ah, ne ok. produit pas de croissance aujourd'hui. C'est ça le problème, quoi. Voilà. Ah, j'aurais C'est pas ça le pensé. problème, non, c'est un problème. Enfin, ça peut être un problème. Ça peut être un problème. Et en fin de compte, bien sûr, finalement, pourquoi? Donc, on s'est quand même posé la question Pourquoi à notre niveau. C'est aussi Exact. notre métier que de le faire. Et Ah. on s'est aperçu, évidemment, vous savez que la population martiniquaise est quand même constituée, on va dire qu'on a quand même 27% des Martiniquais qui sont sous le seuil de pauvreté. Donc, finalement, qui a épargné? C'est les plus hauts revenus. C'est les gens qui ont l'argent. Exactement, qui ont épargné et qui, du coup, aujourd'hui, malgré l'inflation, n'ont pas besoin de désépargner pour pouvoir, Ils sont riches. effectivement mais bon. continuer à assurer leur mode Ah de oui, vie. parce que... ouais, Donc, c'est moi, pour ça qu'on n'a pas de désépargne. Donc Alors, ça- cette épargne donc ça- va peut-être donc- se mobiliser Oui. sur des Ouais, projets immobiliers, exact, sur oui. des Donc choses c'est comme vraiment ça, le mais- signe, alors cette épargne, effectivement, on va dire pléthorique avec des guillemets, est vraiment le signe de l'inégalité de notre société, quoi. Mais oui, parce que tu as tellement d'argent que tu désépargnes pas, je sais pas comment tu dis. Oui, c'est ça. Oui, ok. On ne désengage pas son épargne, on Voilà, n'a pas exact. besoin On n'a pour pas vivre. besoin. Et, Voilà, alors, c'est et ça. par ailleurs, est-ce que les entreprises investissent? Alors, nous, ce qu'on étudie, effectivement, c'est le volume de crédit d'investissement. Oui, Donc, on s'aperçoit que ce volume augmente tout le temps d'accord. et de façon régulière, etc. Donc, on a un volume de crédit d'investissement, globalement, qui augmente sur la place. Il et est, qui il est correct? Il est Oui, correct bien sûr, il est D'accord. soutenu. C'est un volume assez soutenu. Ce dont on s'aperçoit, effectivement, c'est qu'on essaye, effectivement, de voir physiquement quels Oui. sont les investissements qui sont réalisés. Oui. Et on a l'impression que c'est un petit peu décorrélé. Ce qui nous fait dire qu'en réalité, il y a pas mal de crédits d'investissement. Enfin, en tous les cas, il y a une part des crédits d'investissement qui sont accordés sur la place, mais qui servent à de la croissance externe des entreprises martiniquaises. Ça veut dire Externe, quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, les entreprises martiniquaises investissent ailleurs, Où? se développent ailleurs. Où? En France? Où? Partout. Alors, Voilà. partout dans le Ah, partout c'est dans quoi le la monde. part? C'est quoi la part, Florence? Alors, ça, je ne sais pas. On n'arrive pas à la déterminer, faut tout dire. Mais ça, c'est pas les petites boîtes, ça c'est les C'est grosses les boîtes, grosses les grands groupes, GBH, des gens comme ça qui investissent, dont on sait qu'ils ont des Aussi, intérêts mais à droite, à gauche. on a des entreprises de taille moyenne, qui investissent quand qui même à investissent, l'extérieur. oui, C'est bien bien sûr, ça qui aussi, du investissent coup. à l'extérieur. Parce Oui, que mais ça, ça- pour eux, c'est un moyen, c'est un relais de leur croissance. Ça leur Oui, permet mais- de continuer Mais ça ne crée pas d'emplois Voilà, ici, c'est ça. c'est ça. Voilà. Ça crée des emplois ailleurs, mais pas Ah, ici. ah. Oui, pas forcément. Et ça, vous étudiez ça, donc? Oui. Alors nous, ça, effectivement, c'est des choses qu'on regarde, puisqu'on regarde effectivement Mais pose ces questions, pose ces l'évolution économique de la Martinique. Mais Donc, oui. Oui, mais Vas-y. vous étudiez, mais en fait, il n'y a pas d'organisme qui pourrait contrebalancer cette... Ça veut dire quoi? Mais c'est Non, eux qui si- étudient. Si, Non, alors, mais- si, il y a des choses qui sont faites, par Ah, j'ai exemple. pas Pour compris. inciter, en Ah, fait, pour inciter, ok, les... Par exemple, je prends le cas dans les entreprises, alors Mhm. que les particuliers ne réinvestissent pas Oui, mais les entreprises. Mais au moins les entreprises. C'est-à-dire avoir... Comment les contraindre, Ouais, c'est ça c'est qui dit. ça, Comment c'est contraindre? Il n'y a C'est pas ça. de moyen de contraindre. Il n'y a pas vraiment, en fin de compte, il n'y a pas vraiment de moyen Voilà. de contraindre. Après, effectivement, ce qu'il faut comprendre, effectivement, c'est que on est quand même, mais ça, on pourra en parler. Mhm. C'est-à-dire que on est au niveau effectivement macroéconomique en Martinique. Mhm. Aujourd'hui, on est sur une démographie Vieillissante, Vieillissante. déclinante. Ouais. Donc, Il faut aller chercher des relais de croissance ailleurs. exactement. Ils n'ont pas tellement Les le choix, quoi. entreprises Ils ont anticipé peut-être. Elles ont Exactement. anticipé. Elles Je ont pense qu'il y a une anticipé. anticipation de la part des Ouais, entreprises. ouais. Alors, il y a encore des choses à faire en Martinique. On est d'accord. Ah, oui. Mais il développer faut- peut-être, excuse-moi, développer des services aux personnes, aux seniors, par exemple. Exactement. Il y a plein de Exactement. potentiel avec les seniors, justement. Oui, Il faut cette exactement. silver economy, la développer, Oui. et pour créer des emplois sur place, et qu'on arrête de dire que les jeunes partent, qu'ils ne reviennent pas, Oui, ou que ceux exact, qui sont ici ne ouais, trouvent pas exact. s'employer. Oui, et puis il faut créer de l'attractivité du territoire. On Oui, a des voilà. choses, Tout ça, voilà. on a des choses à faire. C'est intéressant, c'est intéressant. Reste là, on va donner la parole à Valérie, sinon elle va partir, même si elle est très intéressée. Ah non, non, moi je trouve mais ça c'est bien passionnant. parce qu'on ne C'est sait pas passionnant, merci forcément, Florence ouais, de c'est faire un peu de clair. vulgarisation Ouais. économique, etc. Attends, juste avant de donner la parole à Valérie, est-ce que finalement on est quand même, il y a de la croissance en Martinique? Parce qu'on a l'impression que rien ne va, ça va mal, ça va Mais mal. oui, il y a de la croissance. C'est Bien plutôt sûr. positif ou bien... Mais c'est plutôt positif. On a eu une année, on a eu On est à quoi, 3%, on a eu une année 2022 qui était excellente. Mhm. Voilà. Il y a rien à dire. Après, effectivement,
Bon, après, il y a des indicateurs quand même qu'on suit depuis le dernier trimestre, puisque effectivement, on s'aperçoit que en réalité, notamment, on a quand même une accélération des défaillances des entreprises sur le territoire. Ah oui. Donc ça, c'est pas bon. Voilà, donc on est quand même vigilant. C'est pas un constat. Mais il y a beaucoup de création quand même aussi. Oui, il y a de la création d'entreprises. Mais il y a beaucoup de morts d'entreprises. Bah oui. Voilà. Et puis nous, ce qu'on regarde de notre prisme, par exemple, l'utilisation de la carte bancaire, on voit qu'il y a une inflexion. Ça progresse, mais moins vite. D'accord. En fin de compte. Donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire techniquement, ça veut dire que les gens consomment moins. Oui, ok. Il y a une inflexion de la consommation, ou une consommation en tous les cas qui a changé suite effectivement à l'inflation. Ok. Et puis on va commenter tout à l'heure import-export, parce qu'on va donner les chiffres. Valérie, on en vient à toi là, parce que le temps passe, il faut que tu parles. Alors là, l'actualité, donc Confédération nationale de danse, c'est quoi? C'est un réseau avec des antennes régionales. Exact. Qui font quoi? Exactement ça. On a pour mission de fédérer les écoles de danse sur le territoire et d'organiser des événements divers, stages, concours, ça va être le cas, ciné-danse, manifestations, des conférences, des choses qui ont pour but vraiment de faire rencontrer les écoles chaque personne est dans son petit coin et pas tout le monde se voit. C'est pas qu'on ne se connaît pas, c'est souvent que les horaires de cours de tous sont quasiment aux mêmes horaires. Et on n'a pas forcément d'occasion de se retrouver, d'échanger, de partager. Donc, tous les événements en fait, qu'on organise au niveau de la Confédération nationale de danse sont pour fédérer les écoles et en même temps leur proposer un programme autre que ce qu'ils proposent dans leurs écoles. Alors, on a parlé du confinement tout à l'heure, d'épargne, mais il y a eu aussi de la casse au niveau des écoles de danse à cause du Covid et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fait, on était considéré comme une activité non essentielle. Donc, du coup, il n'y a pas eu possibilité de faire cours pendant longtemps. Il y a des écoles, donc on parlait de grosseur d'infrastructures, il y en a qui sont très petites et qui forcément n'ont pas pu résister au fait que, du fait qu'il n'y avait pas de cours, il fallait rembourser les cotisations. Et c'est vrai que du coup, il y a eu quand même pas mal de casses. Il y a eu aussi beaucoup de désaffection de la part des danseurs. Tout court. C'est vrai, ils étaient abandonnés, quoi. Ils étaient abandonnés, ils étaient confinés. Oui. Le terme n'est pas, c'est pas une plaisanterie. Ils étaient confinés, ils étaient abandonnés. Et c'est vrai que les générations de maintenant font que ça a été forcément plus facile de se retourner vers les réseaux sociaux, TikTok. qui étaient accessibles, voilà, et de moins en moins intéressant d'aller dans une salle de danse. Et donc là, il y a une nouvelle approche de la danse de la part des jeunes, par exemple. C'est vrai que les jeunes, ils vont sur TikTok, ils font le truc, ils twerkent 2 secondes, et puis ils ont des followers, ils ont des vues. Voilà, et donc ça a changé le rapport à la salle de danse, d'après ce que tu penses. Il existait déjà avant le Covid. Ça n'a fait qu'accélérer les choses avec le Covid parce qu'ils se sont retrouvés que face à leurs écrans. C'était souvent le seul moyen d'échanger les uns avec les autres. Et c'est clair, on a des followers, 1000, 2000 qui disent super, c'est génial ce que tu fais. Forcément, on ne va pas chercher plus loin. Donc c'est sûr que forcément, ça n'a pas arrangé les choses. Mais depuis 2022, on trouve que ça a un petit peu redémarré. D'accord. Voilà. Il y a eu de nouvelles créations d'écoles l'année dernière. Super. Et voilà. Et donc là, vous organisez le concours régional de danse. Voilà. Ça se passe le 10 mars. Le 10 mars, voilà. Quasiment tous les mois de mars de chaque année. Ça sera la 13e édition, donc ça fait 13 ans. Et donc, même pendant le Covid, il y a eu concours, voilà, en visio, certes, mais il y a quand même eu concours. Donc les catégories, c'est quoi? Classique? Alors, classique, donc toutes les catégories académiques, classique, jazz contemporain, d'accord. Il y a hip-hop. Et hip-hop, qui va devenir une catégorie académique bientôt. Wow. Voilà, on a eu l'info au niveau du siège il y a 2 jours. Super. Il y a un projet de loi qui sera proposé pour que effectivement le hip-hop ne soit pas considéré comme du sport. Oui, parce qu'il rentre aux Jeux Olympiques. Oui, le break est au JO, donc ça fait progresser les choses. Voilà, ça fait progresser les choses, mais en fait, c'était juste un test. Ce n'était pas définitif. Et là, il y a une proposition de loi qui va être faite par 2 députés pour que, effectivement, ça évolue. Le hip-hop rentre, et toutes les disciplines en relation rentrent dans le domaine du ministère de la Culture, avec la législation d'un diplôme d'État. Et donc, il y aura aussi, il y a des danses libres. Moi, j'ai vu de la danse indienne. Voilà. Danse indienne, danse orientale. Okay.
On a déjà eu de la danse tahitienne, voilà, de la danse traditionnelle, parce que ça fait partie aussi des danses du monde. D'accord. Et puis... Et donc, Tous ça ceux se passe qui- le 10, donc Mhm. il y a un jury qui est un jury composé de gens qui viennent de l'extérieur. Exact, Voilà, il y a 4-5 personnes. Ils sont 4. 4. Donc, ils vont juger. Et puis, ceux qui sont sélectionnés, ceux qui ont eu les meilleurs prix, sont sélectionnés pour le concours national. National, voilà, c'est Qui ça. se passe où Qui se passe à Lyon cette Voilà. année, début mai, durant les vacances de l'Ascension. Et effectivement, les premiers prix sélectionnés en Martinique vont partir représenter en mai. en mai. Voilà. Et puis après, si ça fonctionne, il y a le concours européen qui voilà, se passe à qui Tarragone. à Tarragone, en Espagne, au mois de novembre. Ouais. Tu vas concourir, Florence. Oh oui, bien Tu évidemment. t'es entraînée, c'est quoi ta catégorie? Oh, classique. Classique. Sérieusement, tu as déjà fait de la danse? Alors là, très très peu. J'ai compris très vite que c'était pas pour moi. Non, moi j'ai fait beaucoup d'équitation, Oui, mais d'accord. très peu de danse. Ouais. Oui. Ok, tu continues l'équitation? Quand j'ai eu l'occasion, Tu oui, as le tout temps, à fait. ok. Et donc là, c'est un gros moment pour vous, la Confédération, le Ouais, CND de c'est l'organiser. vraiment le plus gros événement, effectivement, Ouais, qu'on ouais. organise dans l'année. Et il y a beaucoup de gens? Il y a beaucoup Alors, de gens? ça commence à revenir, hein, parce D'accord. qu'on sort du Covid, où on a eu une cinquantaine de candidats pendant le Covid, alors qu'en temps normal, on en a 200. Mhm. Donc voilà, ça a effectivement. été une grosse dégringolade. Là, on arrive dans les 2 derniers jours avant clôture pour le concours de cette Au année. moment où on enregistre l'émission. Oui, exact. Dans 2 jours, ça y est, c'est fini. Mhm. Il y a quand même 120 candidats, donc C'est bien ça, pas hein, mal. c'est bien. Une Super. belle Et ça se remontée. passe au Grand Carbet ou à la Triomphe? Au Grand Carbet. Au Grand Carbet. Ouais, exact. Alors, retour à nos chiffres. Oui. Mais là, on a parlé des On a pas les catégories. chiffres. M et X, M étant l'importation, 3,4 milliards d'importation. Oui. X étant l'exportation, 0,4 milliards. Ça évolue, ça ou pas? Donc, on importe, on le dit ça on ressasse ces choses-là. Ceci dit, on parle beaucoup de notre dépendance à l'extérieur. Ces jours-ci, là, avec le conflit des agriculteurs, en matière agricole en France aussi, hein, on importe du lait, même si on en produit, on importe du lait. Donc, ce n'est pas une situation, même si on est très dépendant, nous, quand même. Hein. Est-ce qu'on est très dépendant? On est très 3,4 milliards dépendants. versus 0,4 milliards, c'est une situation qui comment dire, s'améliore ou pas? Alors, on essaye qu'elle s'améliore. Mais dans les chiffres. Le but, c'est effectivement qu'elle s'améliore. En fin de compte, on est effectivement très dépendant effectivement des importations, hein, puisque plus de 70% de ce qu'on consomme en Martinique est importé. Oui. On est aussi très dépendant des importations. Quand je dis consommation, alors après, il y a on importe effectivement aussi des ordinateurs, des voitures, etc. Tout. Les biens manufacturés, les Exactement. biens Mais on agricoles. importe aussi des biens agricoles, Oui, on oui. importe aussi des biens alimentaires. Oui. Donc l'idée, ce serait quand même qu'on arrive à devenir un peu plus autosuffisant en matière alimentaire. Mais vous êtes un observateur de ça, vous n'êtes pas un est- acteur. non, vous nous, on n'êtes n'est pas un pas acteur acteur. direct. Vous n'êtes pas banque, vous n'êtes pas non. politique. Non, nous, on observe. Vous observez. On observe, on voit les chiffres, on fait des constats, et puis on peut faire quelques préconisations. Oui. Ça, c'est une des préconisations, effectivement, qu'on peut faire. Voilà. Juste un mot peut-être. On a beaucoup commenté la baisse de la population, le déclin démographique, on en a parlé, on a fait allusion tout à l'heure. Et on dit, bon, qu'effectivement, on est à 347 000 estimations. Là, il y a le recensement, on saura si... Le dernier recensement légal, c'était 360 000 environ. Oui. La population active de la Martinique, c'est 131 736 habitants. Cette population active diminue, elle en baisse en fait. Ou est-ce que la population active diminue ou bien est-ce qu'elle est stable? Parce que si la population active diminue, ça pose un vrai problème pour effectivement la croissance, l'économie. Mais est-ce qu'on sait si ça baisse, si ça diminue? Alors, la population active diminue Oui. aussi. Aussi, oui. Parce Ça, que c'est un gros problème. Voilà, on a deux phénomènes effectivement démographiques. On a un vieillissement de la population, puisque quand même la Martinique est devenue le Premier. Le département le plus vieux de France, où les Exactement. plus de 65 ans vont représenter Exactement. 40% de Exactement. 2030. Et puis on a aussi un phénomène migratoire qui est Oui. important. Oui, Tous oui. les jeunes. En réalité, tous les jeunes s'en vont. Oui. Donc du coup, la population active diminue. Et ça, c'est un problème. Et oui, et ça c'est Pour l'économie, ça, c'est un problème. Ça c'est un vrai problème Ça, c'est un effectivement. vrai problème pour D'où les... tout ce qui a été mis en place effectivement pour faire Pour revenir, oui, revenir mais les gens. sans attractivité, c'est compliqué. Et juste, Mais c'est compliqué. et juste autre chose, Florence, s'il te plaît. Cette population active, quelle est la part des revenus, comment on dit ça, des revenus publics?
La part, tu sais, des administrations par rapport, on sait ça ou pas? La part des administrations versus la part des privés, en fait, la part des entreprises. Ah, alors, oui, ça on sait. On sait qu'il y a quand même 70% la part de l'administration Oui. globale, hein, enfin, je veux dire collectivité. Enfin, l'administration, c'est 70% quand même des emplois en Martinique. D'accord, 70% avec les fameux 40% notamment, qui donnent un boost quand même à l'économie. Voilà, alors comme on est une société quand même essentiellement axée sur la consommation, Oui. bon, finalement, ça favorise la consommation, on est bien d'accord, donc ça favorise effectivement l'économie et la croissance en Martinique. Ok. Tu voulais nous dire autre chose sur les missions de l'IEDOM? On a fait le tour de la question. Alors, non, une dernière mission qui n'est quand même pas la moindre, Oui. c'est celle de, en fin de compte, l'IEDOM et le secrétariat de la commission de surendettement. Oui, voilà, les fameux. Donc, il y a 455 dossiers. Oui. En 2023, on a eu 453 dossiers qui ont été déposés. Oui. Et puis, on assure aussi, en fin de compte... C'est plus ou moins que les années précédentes? Ça augmente ou bien ça baisse? Ça augmente. Ça augmente. Ça augmente par rapport à l'année dernière, ça a augmenté de 12%. C'est quoi le comment dire, le tableau? La caractéristique, oui, en fin de compte, c'est un tableau assez traditionnel. C'est la femme seule. Monoparentale, avec des enfants? Avec des enfants. Souvent, suite à un accident, ce qu'on appelle, nous, les accidents de la vie. Donc, le décès du conjoint, le chômage, une séparation. Et voilà, donc ça, c'est la caricature, on va dire, du déposant de dossier de surendettement. Mais pas que, hein, on a d'autres choses. Mais... Et le surendettement, comment c'est qualifié, le surendettement? À partir de quand? Si je gagne 1 000 €, je suis surendetté à partir de quoi? De endettement de combien? En fin de compte, c'est quand on n'arrive plus à payer ses charges courantes. D'accord. Les charges de la vie courante. Le loyer, l'électricité, etc. Exactement. Et 453, alors même si ça augmente, ça te paraît beaucoup en valeur absolue? Est-ce qu'on fait... Donc, non, ça ne me paraît pas beaucoup. Ça ne te paraît pas beaucoup? Non, je pense qu'en fin de compte, on pourrait, effectivement, je pense qu'il y a plus de 450 personnes ou ménages, parce qui relèveraient de ça. Qui relèveraient effectivement du surendettement. D'accord. Donc, je pense à quoi on se heurte en Martinique. Bon, déjà, effectivement, je pense qu'il y a une entraide quand même familiale qui existe, même si elle tend à diminuer, objectivement. Donc, les gens, finalement, essayent entre eux de trouver une solution pour ne pas, effectivement, déposer leur dossier de surendettement. Je pense aussi qu'il y a un obstacle, effectivement, administratif, dans le sens où il faut remplir un dossier. Oui. Donc, remplir un dossier, ça veut dire qu'il faut savoir lire, il faut savoir écrire, ce qui n'est pas forcément le cas. Oui. On demande des pièces parfois qui sont pas forcément évidentes, complexes à comprendre pour quelqu'un. Et puis ça prend du temps, quoi. Et ça prend du temps. Oui. Et je pense que ça rebute les gens. Mais on vient directement vous voir, mais on passe par la banque. Comment on fait pour Non, déposer? en fin de compte, c'est directement l'Institut d'émission. D'accord. On a mis en place, puisqu'on sait que au niveau des déplacements, c'est pas facile, parce que les transports sont pas très développés en Martinique. Donc les gens peuvent même effectivement déposer leur dossier de surendettement de façon dématérialisée. À France Service, non? Ils ne peuvent pas aller en France Service? Exactement, voilà. Ils peuvent le faire par le web. On a un applicatif web qui est fait... Pour ceux qui ont le web, tu disais que c'est compliqué. Ça peut l'être encore plus si tu demandes de faire en dématérialisé, d'ailleurs. Mais en fin de compte, une personne peut s'adresser effectivement à son assistante sociale. Elles sont bien, on les rencontre fréquemment. Au CCAS, dans les mairies. Voilà. Exactement, et on pourra les aider effectivement à la constitution de leur dossier de surendettement. C'est important de le dire, ça. C'est vraiment très important de le dire. Vous savez qu'il nous reste 3 minutes. Déjà? Mais oui, on a parlé du CND, on a parlé de danse, on a parlé d'IEDOM, on a parlé de Barbie, etc. Et à ce stade de l'émission, comme un cheveu sur la soupe, je vais vous demander de parler d'un homme. Ah, d'un homme? Eh oui, un homme. Oh. Florence, de quel homme tu voudrais parler? Le grand, le petit, l'illustre, le moins illustre? Je pensais à parler d'une femme, mais... Vas-y. Alors maintenant, en 2024, on accepte tout. Mais je peux parler d'un homme, effectivement. Vas-y. C'est l'heure de l'hommage aux hommes. Ah, bon, alors, c'est un hommage très familial. Je voudrais rendre hommage à mon grand-père. Comment il s'appelle? Paternel. Joseph. D'accord. Florent. Voilà, c'est pour ça que je m'appelle Florence. Voilà. Qu'est-ce qu'il faisait? Alors, il était chef de gare. Ah.
Voilà. À Saint-Étienne? Alors, pas du tout dans le nord de la France. Il a été chef de gare dans le nord de la France. Oui. Et en fin de compte, je voulais lui rendre hommage, puisque c'est un homme qui m'a toujours inspiré pour sa droiture, sa rigueur, on va dire. Ça veut dire quoi, être droit et rigoureux? Ça veut dire quoi? Je resitue le contexte. En fin de compte, mon grand-père était résistant. Il a été fusillé. Il était résistant. En fin de compte, il était radio du réseau fer pendant la résistance dans le Nord. D'accord. Voilà, c'est un homme qui ne savait pas lire et pas écrire. Quand il a rencontré ma grand-mère, c'est elle qui lui a appris à lire et à écrire. Super. Et quand, en fin de compte, il a su lire et écrire, il a passé les concours de la SNCF. Oui. Et quand il a eu le concours, voilà, exactement, quand il a réussi le concours de la SNCF, il est revenu pour lui demander sa main. Wow. Voilà, donc... Et puis il a fait la guerre, il a été fusillé. Voilà, exactement. Je pense que c'était quelqu'un qui était épris de liberté. Oui. Et puis, donc, il y avait des valeurs. Et qui avait des valeurs. OK. Merci beaucoup, Florence. L'homme. Je ne sais Tu as pas. vu, hein, tu as bien fait de nous parler. La femme, ça aurait été qui? Ça aurait été qui? Alors, la femme, ça aurait été Simone Veil. OK. Valérie. Je ne sais pas. L'homme. J'étais en train de réfléchir, je me disais... alors oui, ce serait familial, mais ce serait une femme. Donc Oui, du coup, vas-y, allez. En fait, c'est ma grand-mère. Bon, Oui. ça, il n'y a pas forcément de rapport avec la guerre ni rien du tout, mais c'est mais vrai non, que mais- dans notre famille, Oui. ça a toujours été quelqu'un qui, pour moi, est un exemple et qui a servi d'exemple en fait à toutes les femmes de la famille. Et souvent, j'essaye beaucoup de... En fait, pas souvent, j'en parle énormément à ma fille, Oui. qui, elle, ne l'a pas connue. Voilà, parce que je dis, c'est une transmission. Mais elle entre était femmes. aussi rigoureuse, elle incarnait cette Ouais, droiture, cette exactement, rectitude. exactement. Ma mère a appris ça. Et, c'est Et elle vrai faisait que quoi, ta grand-mère? Ma grand-mère était marchande sur le marché de Fort-de-France. OK. Voilà. Elle s'appelle comment? Elle s'appelait comment? Alors, ma grand-mère s'appelait Délice. Délice. Ouais, ah. Délice. Quel joli nom. Ouais, Ah, exact. magnifique. OK. Jingle, le mot de la femme. Il boot, il prit fin, c'est fini, it's over, comme disent les Américains. Le mot de la fin, ce serait quoi, Florence? Merci pour cette invitation, ça a été vraiment trop court. En tout cas, merci à toi d'être venu. On a quand même bien parlé de d'hommes. Oui, on a oui, parlé tout à de fait. toi aussi, voilà, de ton parcours. Et puis, on aurait pu parler plus de la Nouvelle-Calédonie. Quand tu vas revenir, on va plus parler de la Nouvelle-Calédonie. Sans problème. Valérie, le mot de la femme, ce serait quoi? Le mot de la femme, c'est venez soutenir la danse pour le prochain concours. C'est ouvert à tout le monde? Ah oui, toujours. Venez Ouais. le 10 mars. Ouais, Il faut acheter des exact. places? Oui, c'est ça. On va ouvrir une Ok. billetterie bientôt. Voilà, et donc tout. allez, venez soutenir. Voilà. C'est beau, c'est beau. Ouais, exactement. On voit l'engagement de nos jeunes qui n'ont pas peur, qui viennent se mettre comme ça devant le public. Au lieu d'avoir toujours Ah oui. des nouvelles négatives, Oui. que les jeunes, voilà, on a vraiment des jeunes qui sont volontaires, Ils sont qui ont volontaires. envie, qui travaillent tout seuls, il y a des Oui. fois. Donc, moi, je dis vraiment, venez soutenir Oui, la oui, danse. oui. On y sera, nous. Ouais. On y sera. Merci Valérie, merci Florence, merci à vous deux de nous avoir fait l'honneur et puis l'amitié de venir sur ce plateau parler de vous. Et puis merci à vous de nous être fidèles. Donc je vous retrouve le mardi à 20h05 sur Zitata avec toujours le même plaisir, avec des femmes tout aussi extraordinaires et inspirantes. À bientôt, bye bye. Femme. 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 Femme.